Bonjour, donc on vous remercie d'être présent. On voit que les séminaires intégration de l'eau vive en lien donc préparés en lien avec la DRED suscitent toujours un intérêt. Aujourd'hui donc on a prévu aussi d'aborder la thématique de la santé qui est un enjeu central pour l'intégration car elle est aussi au cœur du parcours d'intégration comme le rappelle l'instruction interministérielle du 7 avril 2026. C'est un droit fondamental, mais aussi un facteur clé d'autonomie et d'insertion. Les publics qu'on accompagne rencontrent souvent des parcours de vie difficiles qui sont marqués parfois par des traumatismes, des freins linguistiques, une méconnaissance aussi du système de santé et des difficultés d'accès aux droits. Donc, des enjeux particulièrement forts avec plusieurs priorités qui se dégagent clairement dans le domaine de la santé, faciliter l'accès aux soins, renforcer la santé mentale, développer l'interprétariat en santé et former les professionnels pour mieux comprendre aussi les situations vécues par les publics. Toujours une attention aussi particulière au public vulnérable, parce que ça suppose aussi, dans l'accès aux soins et dans ces situations, un accompagnement renforcé et coordonné. Un enjeu aussi, et ça nous le verrons, de coordination collective, parce que face à ces défis, aucun acteur ne peut agir seul. Ce qui permet aussi d'avancer, c'est la complémentarité entre les services de l'État, les associations, les professionnels de santé et les collectivités. Donc, l'intérêt aussi démontré aujourd'hui du travail en réseau et de la présentation du réseau de veille et de vigilance sur les discriminations en santé que feront après nos collègues Gaël Donard pour l'ORIV et Si Robert Meyer, pardon, pour Migration Santé Alsace. L'ORIV aussi, donc avec Muriel Mafessoli, qui nous présentera donc un Zoom de cadrage sur la question de la santé des primo-arrivants, pardon. Rappelez aussi que les séminaires qu'on organise nous permettent aussi d'avoir un temps pour partager et agir, de partager aussi nos constats, d'identifier aussi ce qui fonctionne, mais aussi ce qui bloque encore, et surtout de faire émerger des solutions concrètes. Faciliter aussi l'accès à la santé, ben, c'est aussi faciliter l'intégration. Et cela passe par une meilleure coordination, une attention particulière aux vulnérabilités et un engagement collectif comme ce que chacun porte déjà au quotidien. Donc, on espère donc un excellent, un bon séminaire. Et on voulait aussi rappeler aussi quelques éléments avec Emmanuel Morel, ma collègue, notamment rappeler qu'on a lancé aussi au niveau régional un appel à projet sur l'action 12 du programme 104. Appel à projet qui s'inscrit aussi dans la complémentarité et non dans la redondance des prestations, des premières prestations que délivre l'OFI. Et cet appel à projet doit contribuer donc à sécuriser les parcours d'intégration jusqu'à l'emploi et l'autonomie. Rappeler aussi un axe fort aussi un axe prioritaire dans cet appel à projet, c'est que la maîtrise du français reste un socle central du parcours d'intégration et conditionne, et ça c'est très important, désormais l'accès au séjour, à la formation et à l'emploi. D'où l'importance aussi, au vu de ces enjeux de titre de séjour et de l'accès à l'emploi, d'évoluer aussi vers des formations FLE pour assurer donc une montée en compétences linguistiques de nos publics.
et en cohérence aussi avec la politique d'intégration. Je ne sais pas si Emmanuel souhaite compléter. Oui, merci Safia. Nous pouvons aussi signaler l'appel à projet pour le dispositif volontaire et qui s'adresse à des jeunes dont les jeunes sont bénéficiaires. Projet que nous vous engageons à les regarder d'un peu plus près si vous avez des agréments pour les services civiques. C'est un projet et avec qui affiche un taux de réussite très intéressant, très important et qui contribue vraiment à la construction d'un parcours professionnel au tout début en fait de ce parcours et qui s'adresse, qui est vecteur, on va dire, de vocation chez les jeunes. Donc nous vous engageons à les regarder d'un peu plus près et la date de clôture de cet appel à projet, c'est le 19 juin. Donc il y a encore un peu de temps. Voilà. Donc, je remercie encore vivement donc, Laurie, donc Muriel Maffesoli et Martine Thibault pour l'organisation en fait de ces séminaires mensuels. Merci beaucoup, Safia et Emmanuel. Donc, effectivement, on va reprendre la suite, effectivement, sur un zoom sur quelques enjeux de santé. Alors, je rappelle que, en fait, on avait déjà organisé un temps sur les questions de santé au mois d'avril 2025, mais on avait été un peu sur la question plutôt autour des systèmes de santé et de soins et les limites qui existaient et les difficultés rencontrées par les différents primo-arrivants. Aujourd'hui, l'idée est plutôt de regarder, de comprendre les facteurs et revenir sur la question des professionnels. Et c'est pour ça qu'on a souhaité solliciter Migration Santé Alsace qui fera une présentation des missions en particulier, et puis effectivement sur une expérience, non, c'est pas une expérience parce que ça fait quelques années maintenant, le réseau de veille et de vigilance qui est mené entre l'ORIV effectivement et Migration Santé Alsace sur les questions de discrimination et santé. Du coup, je vais faire un rappel rapidement sur les questions de santé pour avoir tout le monde le même niveau. Je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais voilà, ça me semblait important. Je rappelle simplement que pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on s'est doté d'une définition en 1946 sur la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, une approche très générale, hein. Après, quand on regarde aujourd'hui les travaux récents sur les questions de la santé des personnes primo-arrivants, on se rend compte que la question de la santé mentale est un enjeu important. Alors, c'est un sujet, la question de la santé mentale, elle touche beaucoup le public aujourd'hui, hein. C'est d'ailleurs une des enjeux au niveau national, mais en fait, on a pas mal de travaux qui montrent que on a une attention encore plus importante pour les primo-arrivants et peut-être que on a encore peut-être encore plus des difficultés sur cette question de la santé mentale. J'ai mis en avant la référence à une structure, leur Sper Samdara, qui intervient sur ces questions de santé mentale et mène régulièrement des travaux sur la question de l'immigration, mais il ne s'adresse pas seulement au public primo-arrivant. D'ailleurs, ils ont des travaux récents menés sur les questions des grossesses pendant les déplacements et la migration. C'est un sujet aussi qui est assez intéressant à regarder. Et donc, ils mettent en avant la question
que la santé mentale est la capacité de vivre et de souffrir dans un environnement donné et transformable, sans destructualité, mais non sans révolte, c'est-à-dire la capacité à vivre avec autrui et de rester en lien avec soi-même. Sur la question de la santé, il y a des travaux qui ont été menés qui met en avant quand même sur la question des primo-arrivants, notamment l'étude ELIPA. Alors, l'étude ELIPA, c'est un travail qui a été mené au niveau national, qui est ce qu'on appelle une étude longitude, pardon. C'est des cohortes de personnes qui a été suivies à partir de 2018, avec le titre de séjour, des entretiens qui ont été menés en 2019, 2020, 2022 et jusque 2023. Donc sur 5 ans, ils ont regardé un petit peu les évolutions et ils se sont rendus compte, par exemple, que 47% des primo-arrivants seraient des situations fragiles autour des questions santé mentale et ils ont pu identifier qu'effectivement, il y avait une aggravation pendant la période Covid qui continue à avoir un impact sur les publics. Donc, c'est vraiment un point important à souligner. Et donc, pour aller un peu plus loin, la santé, qu'elle soit physique et mentale, relève en fait de différents déterminants. Et j'ai repris un un schéma qui rappelle quand même qu'effectivement, quand on parle sur la question de la santé, on se rend compte qu'effectivement, il y a au moins 4 dimensions, comme vous le voyez, avec des couleurs différentes. On a une dimension individuelle. Effectivement, on n'est pas égaux en termes de santé. On a une base génétique, biologique et les habitudes de vie interviennent. On a ensuite un ensemble d'éléments autour du milieu de vie, avec le milieu familial, la garde, le milieu de travail, l'hébergement, la communauté locale, le voisinage, le milieu de vie qui joue un rôle particulier. Bien évidemment, et Safia l'a évoqué, il y a un ensemble d'enjeux aussi sur les questions du système de soins et de santé, l'aménagement du territoire et les systèmes d'éducation, etc., qui va intervenir. Et bien évidemment, le contexte global qui est un enjeu également. Quand on regarde les travaux qui ont été menés par l'OMS, on constate que finalement, la partie caractéristiques individuelles, les dimensions individuelles, en fait, ne représentent que 15% finalement les déterminants des questions de santé. Souvent, on dit que c'est lié aux personnes, etc. En fait, on se rend compte que ce n'est que 15%. On a quand même 10% qui intervient sur le milieu de vie. Je vais y revenir hein, sur l'environnement social au quotidien. Et finalement, les impacts les plus importants sont finalement, d'une part, 25% autour du système de soins et de santé et 50% sur le contexte global, l'environnement social et économique. Donc, c'est vraiment important quand on travaille sur les questions de santé, et notamment des primo-arrivants, alors les déterminants que j'évoque là, ça touche tous les publics, hein, on est d'accord, mais c'est un enjeu important. Du coup, au regard de ces éléments, je vous propose quelques constats généraux autour de la question de santé des immigrés de manière générale et les questions de primo-arrivants. Premier constat qu'on peut avoir, historiquement, il y a quelques années, on a constaté que l'état de santé des immigrés, lors de leur arrivée en France, avait une situation de santé meilleure que les personnes, la moyenne des Français. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait une sélection en fait des travailleurs migrants et du coup, on avait des personnes qui avaient une santé plutôt
plus positif. Ce constat a évolué avec le temps et on se rend compte que les travaux ont montré que en fait la situation de santé détériore plus rapidement parce que le type d'emploi, le type d'environnement et un certain nombre d'éléments, on va y revenir après, sur les facteurs, ont un impact particulier. Hein. Donc on voit bien cette situation. La, Aujourd'hui, la situation est un peu différente puisque finalement, on a plus dans les années 60-80, on a plutôt une arrivée de personnes demandeurs d'asile et qui sont devenus réfugiés. Et du coup, ces personnes, eux, ont une situation de santé qui est plutôt dégradée, notamment sur la question mentale, en termes des traumatismes, etc. Et d'où cette question, la prégnance de la question de la santé mentale. Deuxième élément, le constat qu'on peut faire que c'est les personnes réfugiées et migrantes présentent donc de nombreux déterminants de santé communs avec les populations locales, mais finalement, l'élément majeur, c'est la question du déplacement et de la migration. Et ce n'est pas que les publics, on va dire, primo-arrivants, réfugiés, etc. Parce que souvent, on parle souvent la question de la santé du côté des réfugiés, mais en fait, la question de la transmission, le fait de quitter un pays, l'éloignement, etc., peut avoir des impacts plus importants, quels que soient les profils des personnes. Pour autant, les besoins évoluent selon les profils et on a une différenciation des situations, les parcours de vie, les lieux de vie, etc. Par exemple, actuellement, avec le dispositif national d'accueil, le fait qu'on a une, une comment dire, une disparition, pas disparition, une dispersion, pardon, une dispersion des personnes sur l'ensemble du territoire. Et en fait, effectivement, les personnes vont être confrontées de la même manière que les autres personnes, mais du coup, sur les déserts médicaux, qui est un point important. Et comme les personnes arrivent de l'étranger, ils vont rencontrer plus difficilement d'avoir un médecin généraliste, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a à la fois des impacts d'ordre structurel avec de l'offre de la santé, mais aussi des enjeux conjoncturels, parce qu'on est confronté aujourd'hui avec des arrivées et des parcours particuliers, des dimensions socio-démographiques, les travaux menés par l'ISP et l'IPA, l'étude que j'évoquais tout à l'heure, ils ont mis en avant que les femmes et les personnes âgées sont plus touchées par des problèmes de santé. D'ailleurs, on évoque souvent des personnes âgées immigrées hommes, mais de plus en plus, on a des personnes âgées immigrées, des femmes. Donc, comment le travailler? Les modalités d'arrivée sur le territoire, je l'ai déjà évoqué. L'environnement social joue un rôle important sur le lien social et l'isolement et la logique familiale. Il apparaît aussi, les travaux de l'IPA montrent effectivement que il y a une détérioration de la question de la santé dans les quelques années après l'arrivée sur le territoire français. C'est un point important parce que effectivement les personnes vont avoir un environnement et des liens sociaux moins importants et du coup il va y avoir un impact sur leur santé. Donc on voit bien qu'on a des dimensions très différentes et un risque de santé dégradé plus importante. Les travaux menés en particulier sur les travaux ORSPER Samara, ont mis en avant sur la question de la santé mentale, rappelé
que finalement les primo-arrivants sont un public à besoins spécifiques. Et donc, ils mettent en avant un certain nombre d'éléments. Alors, le premier élément sur lequel on va revenir, c'est la question de la nécessité d'un interprète pour les personnes allophones. Alors, c'est le levier vraiment le plus important, hein, parce que aujourd'hui, c'est encore insuffisant pour pouvoir répondre à ce besoin, et la santé physique et mentale a un enjeu majeur sur la question de la maîtrise de la langue, mais pour les personnes qui arrivent, comment on travaille pour prendre en compte leur situation. On a aussi un enjeu qui est peu évoqué, c'est la complexité de la situation sociale des personnes autour de l'interculturalité. On sait que le rapport au corps, aux soins, est très différent selon les cultures. Et du coup, comment travailler ce volet? Il n'y a pas beaucoup finalement de professionnels qui travaillent sur ce volet. Et c'est un volet qui nécessaire de développer plus important. On travaille, nous, notamment sur une association avec laquelle on travaille depuis plusieurs années, qui est à Toulouse, Cofrimi, qui travaille beaucoup sur ces questions d'interculturalité, qui est d'ailleurs en réseau avec Migration Santé Alsace autour de la question d'interprétariat social et sanitaire, si je me trompe pas. Je laisserai Lucie éventuellement l'évoquer. On a un deuxième élément, hein, c'est troisième élément, pardon, l'intrication des vulnérabilités, à la fois la question l'exil et les parcours, mais aussi l'arrivée en France, et qui est un élément vraiment important. Je le redis, la question, elle est importante sur le parcours, mais aujourd'hui, avec les questions des titres de séjour, etc., a un impact aussi sur l'arrivée. Et on sait par exemple que les personnes qui ont suivi le parcours de demandeurs d'asile et qui obtiennent un statut de réfugié, il y a un élément très positif au moment où ils ont l'obtention du titre de séjour, mais on a après une situation de dépression, en fait, avec toute cette attente, etc. Donc, comment on travaille ce volet? La migration est aussi marquée par des violences successives, morales, physiques, etc., et des procédures administratives complexes. Et comme je le disais tout à l'heure, l'environnement social. Voilà, ça me paraît important sur ce volet et je reviens vraiment sur la question du lien social, parce que, dans les actions que l'on mène, pour certains d'entre vous, vous n'intervenez pas directement sur la santé, mais, les actions qui sont menées au quotidien, y compris, de maîtrise de la langue française, des actions culture et cetera, permettent, d'intervenir sur le lien social, qui, un garant, important. Pour terminer, et avant de passer la main à Lucie, peut-être quelques questions, ce qui nous paraît important aujourd'hui, que les nombreux professionnels de santé se sentent en difficulté avec cette question de la maîtrise de la langue, sur laquelle ils peuvent être confrontés à des difficultés importantes. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont souvent peu formés aux situations d'interculturalité, mais aussi aux questions des traumatismes. Des fois, on n'est pas habitué à ce type de difficulté, comment le travailler. Donc, on est confronté à un secteur de la santé mentale qui est dégradé de manière générale, hein, au niveau national. Donc, forcément, pour les publics primo-arrivants, c'est encore d'autant plus important. Avec des fois la difficulté, c'est que on s'est rendu compte que les personnes, quand ils arrivent sur le territoire français, ils vont pas forcément s'intéresser tout de suite à la question de la santé, mais la question des titres de séjour, la question du logement, de l'emploi, et finalement la question de santé arrive après. Or, les travaux menés récemment montrent bien que un des impacts sur les difficultés de l'emploi est lié avec la question de la santé. Donc, on voit bien qu'il faut qu'on travaille ces différents éléments.
Voilà. Pour terminer, sur les professionnels auxquels ils sont confrontés, on a des situations de saturation et de débordement des dispositifs actuels qui sont des dispositifs plutôt pour les personnes en précarité et en fait qui vont être utilisés entre guillemets pour les primo-arrivants. Et il y a une réflexion à avoir. Est-ce que il faut travailler plus particulièrement auprès de ce dispositif, ce public? Au-delà des professionnels de santé, on a aussi les travailleurs sociaux et les acteurs associatifs sont confrontés parfois avec cette question des traumatismes et des vulnérabilités sur lesquelles ils n'ont pas forcément toujours une réponse à apporter. Voilà un, un petit présentation rapide sur ce sujet avant de pouvoir échanger avec Migration Santé Alsace et la suite, l'expérience sur le réseau santé de veille et de vigilance. Voilà, j'ai passé tout de suite la parole à Lucie. Oui, bonjour. Alors, donc moi je m'appelle Lucie Aubert-Meillard, je suis coordinatrice au sein de l'association Migration Santé Alsace et je vais prendre quelques minutes pour vous présenter l'association et son action dans le territoire du Grand Est. Migration Santé Alsace est une association qui est née en 1975, donc il y a 51 ans maintenant, et qui a pour objet global l'accès aux soins et la promotion de la santé des personnes migrantes et de leurs familles. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les axes d'intervention de l'association successivement. D'abord, celui pour lequel on est le plus connu, c'est-à-dire l'interprétariat médical et social professionnel, mais également les autres axes, celui plus récent de prévention et lutte contre les discriminations, dont on parlera plutôt avec Gaëlle, celui d'éducation pour la santé, dirigé directement vers les personnes migrantes et notamment primo-arrivantes, et puis l'axe dirigé vers les professionnels et futurs professionnels de la santé et du social. Alors, pardon, je suis juste un petit... Voilà. Donc là, normalement, s'affiche la diapo sur l'interprétariat médical et social professionnel. Comme l'a rappelé Muriel, avoir un ou une interprète à ses côtés, c'est la garantie d'accéder aux soins en premier lieu, mais également d'être autonome dans son parcours de soins. Par exemple, être en mesure de consentir de manière éclairée à ce que l'on nous propose, une opération, un traitement, etc. À Migration Santé Alsace, nous avons 90 interprètes qui interviennent en 35 langues. En 2024, nous avons effectué 31 400 heures d'interprétariat dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, mais également, alors là c'est plutôt depuis 2025, la Moselle, puisque nous développons progressivement une antenne locale à Metz. Donc le nom de l'association n'est plus tout à fait à jour, puisque nous ne sommes plus seulement Alsace, mais aujourd'hui bien Grand Est. Comme vous le voyez, les langues les plus demandées sur le territoire du Grand Est sont le géorgien, le russe, l'albanais, le dari, l'arabe et puis le turc, etc. Ce tableau montre une spécificité locale, celle de la présence de personnes géorgiennes malades, voire très malades sur le territoire, le nôtre beaucoup plus que d'autres régions françaises. Pour le reste, les langues principales demandées correspondent en fait aux principaux flux migratoires actuellement et aux nationalités des primo-arrivants et arrivantes aujourd'hui. Qui sont les principales structures demandeuses d'interprétariat? Ce sont en fait les structures hospitalières qui représentent 56% des demandes. En premier lieu, nous avons les hôpitaux universitaires de Strasbourg et en second lieu, l'EPSAN, l'établissement de santé publique Alsace-Nord. Là, je reprends également ce que dit Muriel. La présence importante des demandes issues de l'EPSAN et notamment de la passe psy montre en fait les enjeux de santé mentale et la santé mentale particulièrement dégradée des personnes primo-arrivantes
en raison de ce qui s'est passé sur le parcours migratoire, mais également de leur très forte précarité en fait sur le territoire français. Également, dans les données hospitalières, on constate une forte demande issue des services de cancérologie. Et là, je reviens aux personnes étrangères malades qui sont en fait pour beaucoup soignées pour un cancer, parfois dans des stades très avancés. Concernant les autres demandes, ça se partage, comme vous le voyez, entre les services, les collectivités territoriales, notamment la ville, l'Eurométropole de Strasbourg, et puis diverses structures de la santé, du social, telles que les maisons de santé, l'association ITAC qui est spécialisée dans l'addictologie, etc. Alors, juste, vous constatez, alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est marqué que les structures spécifiques demande d'asile et réfugiés ne représentent que 4% des demandes. Attention, évidemment, les demandeurs d'asile et réfugiés se retrouvent dans les autres structures, autant à l'hôpital que à ITAC, que à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg. Donc en réalité, ce public est très représenté, mais simplement, effectivement, on a moins de demandes comparativement dans les CADA, dans les UDA, etc. Euh, Il me paraît important également de faire un point sur l'interprétariat dans le cadre de projets spécifiques financés, et notamment par la DRETS. En premier lieu, avec un financement de l'ARS, on a mis à disposition des interprètes pour la médecine de ville. Donc les médecins libéraux qui le souhaitent peuvent faire appel à un interprète sans coût. Ça, c'est une action qui s'est déployée plutôt au niveau de l'Eurométropole. En second lieu, l'interprétariat en milieu scolaire. Alors là, c'est très important puisque pour suivre le parcours scolaire de leurs enfants, les parents ont besoin de comprendre et le système et les propos des professeurs voilà, pour l'orientation aussi en fin de troisième, en fin de lycée. C'est essentiel d'avoir un interprète aussi parce que ça évite, et ça c'est quelque chose sur lequel on milite très fortement, ça évite le recours aux enfants interprètes. C'est-à-dire, ça permet de ne pas demander à l'enfant qui, lui, parle au moins un peu français, de traduire les propos du professeur, du CPE, de la psychologue, ou que sais-je. Donc, grâce à un financement spécifique, on peut intervenir en milieu scolaire, pour l'instant, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, y compris pour des établissements qui n'en ont pas les moyens propres. Enfin, nous proposons un service d'interprétariat dédié pour les femmes victimes de violences dans le cadre de leur consultation médicale ou bien de leur rendez-vous avec des assistants sociaux et assistantes sociales dans le cadre de dépôt de plainte également. Évidemment, la plupart, en fait, ça c'est un chiffre connu malheureusement, des femmes primo-arrivantes ont été victimes de violences. On couvre en fait les violences qui ont lieu sur le territoire français après l'arrivée et qui sont souvent moins visibilisées que les violences vécues auparavant, mais qui sont pourtant bien présentes. L'association a tenu à former spécifiquement les interprètes à l'interprétariat pour ces personnes victimes de violences, puisque ça nécessite une posture particulière avec des femmes particulièrement fragilisées. J'en profite pour rappeler que les interprètes de l'association sont soumis à un cadre déontologique particulier. Ce cadre déontologique repose sur 4 principes. Le respect du secret professionnel, bien sûr, rien ne sort de la consultation ou du rendez-vous. La fidélité de la traduction, donc on traduit tout ce qui est dit, mais pas plus ni moins. L'impartialité de l'interprète, qui ne se met ni du côté de l'usager, ni du côté du professionnel soignant ou du social. Et puis, le respect de l'autonomie des personnes accompagnées. C'est-à-dire que l'interprète ne va pas conseiller la personne, ne va pas décider à sa place, ne va pas transformer la traduction pour arriver à ce que lui ou elle pense être bien, puisqu'en fait, l'autonomie des personnes, leur capacité décisionnelle doit être absolument respectée.
Et mes collègues interprètes ont, après cette formation de base qui repose sur ce cadre déontologique, également accès à des formations continues spécifiques afin d'améliorer et d'affiner leur posture professionnelle. Donc j'ai parlé de l'accompagnement l'interprétariat auprès des femmes victimes de violences. On peut également citer la formation sur l'interprétariat en santé mentale, qui nécessite également une certaine expérience et des compétences particulières. Alors, je vais présenter, puis ensuite on verra s'il y a des questions particulières sur l'interprétariat ou sur d'autres pôles. Le second pôle de l'association qui est moins connu, c'est le pôle éducation et promotion de la santé. Ce pôle repose sur un constat que vous connaissez, j'imagine, très bien, c'est que les personnes migrantes et notamment primo-arrivantes sont très éloignées des campagnes de prévention santé. Parce qu'elles ne comprennent pas assez bien le français, parce qu'elles n'ont pas le même accès à l'information, parce qu'elles ont d'autres problèmes, comme l'a rappelé Muriel également, parce qu'elles sont plus isolées, etc. Du coup, dans un objectif de permettre un accès à cette prévention santé et donc de limiter les inégalités en santé, nous proposons des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces actions sont menées en langue d'origine, et c'est là la spécificité de Migration Santé Alsace, c'est-à-dire que nous avons une équipe d'animateurs et d'animatrices bilingues ou trilingues qui sont en capacité d'intervenir en français, mais également dans la langue du groupe concerné. L'idée, c'est vraiment de faire passer au mieux les messages et du coup, les thématiques abordées, en fait, elles sont assez nombreuses, mais cela peut être la santé sexuelle, la prévention et le dépistage de certains cancers, la santé au travail, la prévention des accidents domestiques, la santé mentale, etc. En fait, ces animations, elles se co-construisent avec les structures qui en font la demande, qui recueillent les besoins auprès de leur public, et puis voilà, qui nous transmettent ces besoins, et ensuite on construit les animations en fonction. Le profil des participants et participantes, donc ce qu'on est très content et contente de voir que on touche 75% de primo-arrivants-arrivantes, c'est-à-dire, donc nous on considère les personnes qui sont là depuis moins de 5 ans sur le territoire. Et c'est spécifiquement ces personnes qui n'ont pas accès aux campagnes de prévention et donc on arrive à toucher ce public cible. Les femmes représentent plus de 50% des participants et participantes. Ce qui est une bonne chose parce que souvent, en raison de problèmes de garde, par exemple d'isolement social plus important, elles ont encore moins accès en fait à ces informations, ces dépistages, alors même que c'est une thématique qui peut les concerner, qui peut les mobiliser. Et du coup, on arrive aussi à les mobiliser par ces animations. Le troisième et dernier pôle de l'association, c'est celui dont je suis responsable, c'est le pôle formation, ressources et égalité. Là, c'est un pôle qui ne s'adresse non plus aux primo-arrivantes et arrivants, mais bien aux professionnels de la santé et du social, dans l'idée de permettre une amélioration continue de leur pratique professionnelle auprès des publics migrants. Nous sommes donc un organisme de formation certifié Calliope et nous intervenons à la fois auprès des étudiants et auprès des professionnels déjà en fonction. Les thématiques que nous proposons sont vraiment celles qui constituent notre expertise en fait, donc l'accueil et l'accompagnement des publics migrants, avec notamment une formation au droit des étrangers, car vous n'êtes pas sans savoir que ça change tout le temps et que les professionnels ont vraiment besoin d'être outillés sur la dernière loi immigration, un changement au niveau de comment déposer les titres de séjour, etc. Donc ça, c'est plutôt la première thématique. La seconde thématique, c'est comment travailler avec un interprète, comment coopérer avec ces personnes qui, en fait, sont des tierces personnes dans la relation entre l'usager et le professionnel. Ça ne va pas de soi. Donc, on propose des formations dédiées à ce sujet.
Et puis, la troisième thématique que l'on porte, c'est la lutte contre les discriminations, et notamment contre les discriminations dans le domaine de la santé. Ce qui est intéressant, c'est que on forme donc les professionnels, mais aussi les étudiants. On intervient chaque année dans la faculté de médecine de Strasbourg, dans les instituts en soins infirmiers et aides-soignantes, aides-soignants, et auprès également des futures sages-femmes, auprès des futurs travailleurs sociaux, travailleuses sociales, etc. Et ça, c'est vraiment important parce que ces et étudiants sont déjà confrontés aux problématiques liées à l'accompagnement des primo-arrivants au sein de leur stage, soit en observation, soit pour les internes en médecine. En fait, ils sont déjà confrontés à tout ce problème de la barrière linguistique, de l'extrême précarité des personnes, etc. Et donc, nous, on est là pour leur donner des clés sociologiques, juridiques, d'expérience de terrain sur l'accompagnement de ces personnes. Donc ça, on constate que sur le territoire, auprès des étudiants et étudiantes, nos formations répondent à un besoin fort, alors même que ces personnes ne sont pas encore en plein exercice. La seconde thématique du pôle, alors là, je vais en parler assez longuement avec Gaëlle, mais j'en dis déjà un mot tout de suite. Ce sont des actions de prévention et de lutte contre les discriminations dans le domaine de la santé. Pourquoi avons-nous développé cette thématique? Parce que on pourrait se dire que ça ne va pas de soi, puisque il y a quand même l'idée que le système de soins, il est universel, il est fondé aussi sur l'idée de soigner les personnes, toutes personnes selon leurs problématiques, que ces professionnels sont encadrés par un cadre déontologique très strict, très fort. Et donc, pendant longtemps, on ne parlait pas de discrimination dans la santé, c'était pas la priorité. On en parlait dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'accès au logement, mais beaucoup moins des soins. Or, des travaux récents, et en fait depuis même une vingtaine d'années, ont montré que les discriminations dans les soins, ça existe, et elles touchent, et là j'en reviens à l'objectif de ce matin, parmi d'autres populations qui sont particulièrement touchées, on trouve les primo-arrivants. Je citerai simplement le rapport du Défenseur des droits de 2025 qui montre bien que ces discriminations existent, qu'elles sont fréquentes, qu'elles arrivent à tous les niveaux, de l'accès aux soins jusqu'au parcours de soins des personnes, que c'est encore un enjeu à travailler et ça on en parlera avec Gaëlle. Et je citerai simplement une statistique, quand on va aux urgences pour une douleur thoracique, à même douleur, à même dossier médical, etc., on a 50% de chances en plus d'être pris au sérieux et d'être pris en charge comme une urgence vitale si on est un homme blanc par rapport à si on est une femme noire. Et ça, c'est un médecin urgentiste en fait qui s'appelle Xavier Bobia qui a mis en évidence cette statistique en 2023 après une étude nationale dans les services d'urgence. Voilà, donc je ne développe pas plus pour laisser aussi Gaëlle euh, continuer sur cette thématique. Et je vous remercie pour votre écoute. Et alors, est-ce que certaines ont des questions? J'aurais une question, effectivement. Je suis Denis Veltin, professeur de FLE au CIAREM à Mulhouse. Je voudrais savoir effectivement, quel est le statut de vos interprètes et est-ce que vous avez des besoins? Merci pour votre question qui me permet en fait de compléter ma présentation parce que je n'ai pas parlé de qui sont nos interprètes, comment sont-ils recrutés, alors que c'est une question essentielle. Euh, Nos interprètes sont tous et toutes salariés en CDI. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de Migration Santé Alsace qui ne fait pas appel à des auto-entrepreneurs, mais qui salarie les personnes, ce qui leur permet d'avoir un cadre professionnel plus stable, de pouvoir bénéficier de congés payés, d'indemnités maladie, de droits sociaux, de pouvoir déposer un dossier de location pour un logement, faire un emprunt. Enfin, en fait, c'est tout ça qu'on défend aussi par le salariat et le CDI. Donc, on a régulièrement des besoins, et notamment sur le Haut-Rhin, en fait, parce que c'est plus difficile de recruter sur le Haut-Rhin que le Bas-Rhin.
il est possible de soit répondre à un appel, à une offre d'emploi qu'on publie toujours sur Pôle emploi, soit de faire une candidature spontanée par mail au sein de l'association. Les interprètes sont recrutés après des tests linguistiques en français dans la langue d'origine. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce que la personne maîtrise déjà absolument parfaitement tous les termes médicaux, etc. Par contre, il y a quand même vraiment une exigence de niveau de langue en français et bien sûr dans la langue d'origine. Après ces tests linguistiques, il y a un entretien d'embauche, puis un parcours de formation qui est proposé aux nouveaux interprètes. Donc, pour les personnes que vous accompagnez, n'hésitez pas à leur proposer de postuler en fait de manière spontanée. Oui. Et quel est le niveau de langue que vous demandez? B1, B2, C1? Alors, A2, effectivement, ça me semble trop juste. C'est plutôt. Alors, ça dépend, mais c'est plutôt B1, B2, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut garantir une fluidité Oui, oui. de l'interprétariat, être en capacité de ne pas freiner l'échange, avoir la précision nécessaire aussi. Dans les échanges, notamment médicaux, puisqu'en fait, il y a quand même des enjeux énormes. On va inviter à Lucie et Gaëlle. Gaëlle, je te laisse commencer. Oui, merci Lucie. Bah voilà, merci à toutes déjà pour vos présentations. Donc moi je suis Gaëlle Donard et donc je suis la collègue de Muriel depuis de nombreuses années donc à l'ORIV. Et moi je travaille plus spécifiquement effectivement depuis quelques années sur la prévention et la lutte contre les discriminations. Voilà, on a développé différents types de projets et dont effectivement un compagnonnage très ancien avec Migration Santé Alsace. Alors, je vais partager un PowerPoint. Je voulais juste préciser que je suis accompagnée de Hugo Richard, voilà, qui est stagiaire et qui fait un stage d'observation à l'ORIV et qui est en deuxième année de sciences sociales. Donc voilà. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Voilà, du coup, en préambule, en fait, voilà, moi j'ai pour mission de vous présenter ce réseau de veille et de vigilance que nous animons depuis 2017 avec Migration Santé Alsace autour des discriminations dans le champ de la santé. Ce que je voulais dire, c'est que en préambule, c'est déjà qu'avec Migration Santé Alsace, on a un compagnonnage très ancien. Vous le savez, alors l'ORIV a 30 ans cette année, Migration Santé Alsace a eu 50 ans l'année dernière. Et en fait, dès lors que nous avons commencé à travailler, au vu de nos objets, au vu des objets sociaux de nos deux associations, en travaillant à la fois sur l'enjeu de l'immigration et de l'intégration, et vous voyez aussi l'objet social de Migration Santé Alsace, nous avons toujours travaillé avec Migration Santé Alsace sur ces questions de santé. Voilà, quel que soit finalement, j'ai envie de dire, l'angle que nous avions, nous sommes deux associations qui avons vraiment un compagnonnage ancien et un partenariat vraiment de qualité. Et c'est vrai que depuis 2013, nous avions développé avec Migration Santé Alsace un axe de travail qui était les discriminations. Elles ont été beaucoup explorées dans le champ de l'emploi, à partir de la fin des années 90, un peu dans le champ de l'éducation, mais qu'en est-il dans le champ de la santé? Le champ de la santé échappe-t-il effectivement aux discriminations, à des risques de discrimination, à des situations discriminatoires? Et on voulait un petit peu, explorer en tout cas cette question-là. On sait que dans le champ de la santé, on a beaucoup exploré les inégalités sociales de santé, mais est-ce que les discriminations sont aussi présentes dans le champ de la santé? Donc, on a commencé à mener des travaux. Alors, je dis qu'ils sont précurseurs parce qu'effectivement, depuis, nous avons été rejoints par quelques institutions nationales de référence et Lucie a cité le rapport du Défenseur des droits. Mais c'est vrai qu'en 2013, 2014, 2015, quand on a commencé à s'intéresser à comment finalement, quelles sont les manifestations des discriminations dans le champ de la santé, on n'était pas très nombreux et on peut dire qu'on a vraiment eu des travaux précurseurs avec Migration Santé Alsace qu'on a initié au niveau régional et qui ont ensuite été essaimés et diffusés au niveau national par Migration Santé Alsace. Donc ces travaux, ils ont commencé très classiquement, j'ai envie de dire, par une sorte de formation-action en 2014 où on avait réuni des professionnels du champ sanitaire, vraiment des professionnels de santé autour d'une question simple qui était, pour vous, finalement, qu'est-ce qu'une discrimination? Comment ça prend corps dans vos pratiques? Et quels sont un petit peu les phénomènes que vous analysez comme tels?
De cette formation action, nous avons tiré une note de synthèse, nous avions fait un colloque et comme nous avions eu pendant 3 ans, enfin pendant 2 ans finalement, un groupe de travail avec des professionnels qui nous avaient remonté des situations effectivement qui posaient question en termes de discrimination, on a voulu continuer en fait à leur proposer un espace d'analyse, un espace de parole. Et on a eu l'idée de se dire, ben voilà, on a mené toutes ces actions-là, maintenant continuons autour d'un réseau de veille et de vigilance sur les discriminations dans le champ de la santé pour ces professionnels du soin. Alors, par discrimination, qu'est-ce qu'on entend? Voilà, je ne vais pas forcément revenir sur le fond. Si vous avez de l'intérêt pour ça, Lucie va présenter notamment un guide qui a été fait. Mais c'est vrai que pour nous, si vous voulez, ce qui nous questionnait, c'était, Lucie l'a cité, par exemple, une différence à un moment donné de prise en charge sur une même douleur. Ça peut être, par exemple, ce que nous ont, par exemple, alors on parle de santé mentale, mais ce que nous remontaient aussi les professionnels, c'est par exemple les patients psy. Un patient psy, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, a une fragilité psychique, s'il a mal au ventre, on va penser que c'est psy et on va pas forcément aller vers quelque chose de somatique lié au corps et on peut passer à côté de diagnostic. Donc, ce sont des retards finalement de diagnostic. Ce sont évidemment les discriminations. Quand on pense discrimination dans le champ de la santé, on pense aussi de manière assez fréquente au refus de rendez-vous pour les bénéficiaires de la CMUC ou de l'AME. Voilà. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on a voulu travailler avec ces professionnels et donc on a mis en avant et on s'est dit, OK, on a fait ces travaux entre 2014 et 2017, mais continuons à proposer un espace. Donc, on a mis en place ce réseau de veille et de vigilance avec l'idée effectivement de participer à l'accès aux soins des publics vulnérables, de réduire les refus et les renoncements aux soins et d'améliorer la prise en charge. L'idée, c'était pour nous de partager des informations et des constats, d'identifier des problématiques à la fois individuelles, institutionnelles et systémiques, et effectivement d'informer, diffuser et d'alerter. Et ça, on le voulait le faire avec des professionnels du champ médical, du champ médico-social et du champ du social qui étaient volontaires. Alors à l'époque, en 2017-2018, on était plutôt à l'échelle du Bas-Rhin, mais depuis, on s'est élargi à l'échelle du Grand Est. Pour nous, les enjeux, c'était quoi? C'était de proposer un espace, justement, où ces questions liées aux discriminations, où des professionnels se disent, là, il y a eu une situation qui n'était pas normale, puissent être partagées. C'est aussi rompre souvent avec le sentiment d'isolement et d'impuissance dont nous font part les professionnels sur ces situations-là. C'était justement d'être un soutien en pratique, de proposer en fait des grilles d'analyse qui font que les professionnels se disent, ah oui, là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu un dysfonctionnement. Est-ce qu'il est de l'ordre, effectivement, voilà, des représentations d'un professionnel? Est-ce qu'il est de l'ordre du fonctionnement du service? Est-ce qu'il est de l'ordre plutôt, effectivement, des fois de fonctionnement plus systémique? C'était un peu d'analyser ça, mais que se sentent soutenus, en fait, dans leur analyse en termes de discrimination. Et puis, c'était aussi d'élaborer des réponses collectives, car Safia l'a très bien dit, sur ces problématiques-là, voilà, on ne peut pas agir tout seul et on n'a pas les réponses tout seul. Donc ça, c'est les enjeux qu'on y voyait. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne sur ce réseau de veille et de vigilance? Alors, on a 12 à 15 professionnels, voilà, qui sont impliqués de manière très régulière maintenant depuis plusieurs années. C'est un groupe, enfin, ce réseau de veille, il est ouvert. Voilà. Donc, si vous avez envie, c'est un groupe qui reste ouvert. Donc, si vous avez, vous, envie de vous impliquer et de participer, voilà, vous pouvez nous contacter, Lucie et moi, et voilà, vous pouvez participer à une de nos réunions. On a entre 4 et 6 réunions par an et ces réunions, en fait, on les monte, enfin voilà, elles se construisent autour de trois, généralement, de trois enjeux. À la fois, on a de l'échange d'informations et du partage d'expériences. Voilà, Lucie l'a rappelé, s'il y a une nouvelle loi, quelles sont finalement les conséquences, s'il y a, par exemple, voilà, un petit peu autour aussi d'informations locales. On fait aussi du partage d'expériences. On a régulièrement voilà, des personnes qui viennent aussi nous présenter, par exemple, voilà, comment fonctionne un réseau précarité à Lille, qui était très bien structuré. Comment, là, on a fait intervenir plus récemment une association qui, en fait, veut mettre en place du lien entre professionnels du droit et professionnels de santé. C'est une association qui s'appelle l'Institut d'études et d'action citoyenne, qui sont un peu venus nous présenter voilà, comment est-ce qu'il fonctionnait. Donc, ça peut être du partage d'expérience. On fait tout à chaque réunion, justement, un
une partage et une analyse de situations problématiques qui a été remontée par l'un ou l'autre membre, voilà, qui nous dit, ben là, moi, j'ai rencontré cette situation, ça m'a paru à la fois compliqué à gérer, je me demande aussi là comment est-ce qu'on peut agir, etc. Donc, on fait cette analyse aussi collectivement, on se partage aussi justement des ressources sur le plan local. Et puis, depuis maintenant 3 ans, on a décidé avec notre réseau de veille et de vigilance d'organiser une journée d'études par an. Parce qu'en fait, on avait envie à la fois d'élargir le réseau et puis aussi parce qu'on avait envie de continuer à alimenter notre réflexion. Et on a choisi de cibler finalement le sujet des discriminations raciales en santé qui, il y a 3 ans, en 2023, n'était pas si évident que ça à traiter. Et on l'a choisi justement parce que, vous le voyez, on a fait une petite analyse des situations qui nous étaient remontées à travers les quelques années qu'on avait déjà euh, de réseau. Et voilà, et on sait qu'il y a des thématiques régulières, des problématiques régulières qui reviennent et ça va complètement faire écho à la fois à ce que vous témoignez, vous, en tant que là, participant, professeur de FLE, etc., ou ce que disaient Muriel ou Safia et Emmanuel. Mais évidemment, on a tous les enjeux de discrimination liés à l'origine et à la nationalité, les discriminations qui sont vécues par les personnes étrangères, notamment avec les dispositifs CMU, AME, aussi autour de la question de l'accueil de ces personnes étrangères. On a évidemment aussi beaucoup de situations liées à la précarité et aux personnes vulnérables. Alors, j'ai remis les dispositifs CMU-AME, c'est vraiment quelque chose évidemment qu'on rencontre extrêmement souvent. Les difficultés d'accès aux droits aussi et la dématérialisation des procédures qui évidemment en 2021-22 nous a quand même beaucoup occupé, notamment suite à la période du Covid. La question de la santé mentale, ça c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement effectivement dans de nos réunions de réseau. Alors à la fois comme un critère, c'est-à-dire effectivement les personnes en situation d'addiction, en situation de souffrance psychique, et puis la santé mentale aussi évidemment comme un domaine, c'est-à-dire effectivement, y a-t-il des fois voilà, dans le champ de la santé mentale, avec effectivement un champ, comment dire, où il y a aussi beaucoup de difficultés et de moyens, etc., où aussi des fois il y a des loupés dans la prise en charge de certaines personnes. Et puis évidemment, ce qui nous a aussi beaucoup, ce qui nous occupe aussi toujours, c'est quels sont les recours possibles en cas de discrimination, et évidemment la question du droit comme une problématique aussi transversale. Ça, c'était un petit peu, on s'est fait le point là-dessus parce qu'on voulait en fait choisir un thème et donc on s'est dit, ben, nos journées, on va les faire porter sur la question des discriminations raciales dans le champ de la santé pour renforcer justement notre compréhension des mécanismes qui produisent ces discriminations, d'être en capacité aussi de reconnaître ces situations, d'échanger et de faire réseau. Aussi, ce qu'on voulait savoir, c'est finalement mesurer l'impact des discriminations en santé, c'est-à-dire que voilà, les personnes étrangères vous l'avez dit, rencontrent des multiples discriminations dans leur trajectoire, dans l'accès au logement, dans l'accès aux soins, dans l'accès à l'éducation pour leurs enfants, etc. Et finalement, quelles conséquences ça a sur sa santé mentale? Voilà. Et ça, c'était aussi quelque chose, quelles conséquences ça a sur sa santé et sur sa santé mentale? C'est des travaux un peu précurseurs, là, sur les questions des conséquences des discriminations sur la santé mentale et notamment des discriminations liées à l'origine, des discriminations raciales. Et puis évidemment, on voulait toujours identifier, enfin c'est toujours aussi notre enjeu, c'est quand même d'identifier des leviers d'action que chaque professionnel pourrait mobiliser sur son terrain. Donc depuis 2023, nous avons organisé des séminaires. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit en fait 2 journées de séminaires. Donc on a 2 séminaires d'une journée. Sur chaque séminaire, on traite un thème. Sur le premier séminaire, on va travailler sur les mécanismes de production des discriminations. Et sur la deuxième séminaire, ça va être sur les questions de moyens d'action et moyens d'agir. On a essayé de combiner des programmes riches qui à la fois mêlent des interventions plénières et des méthodes actives. Donc, par exemple, on a eu l'intervention de Marguerite Cognier, qui est une personne qui est une infirmière chercheuse qui a en fait fait le premier travaux sur les questions de discrimination raciale en santé. Et puis aussi d'une psychologue qui s'appelle Yaucha d'Almeida, voilà, qui avait travaillé justement sur les conséquences des discriminations sur la santé. On a eu aussi, voilà, donc ça c'est par exemple, et on a à chaque fois des ateliers, on analyse des situations.
Voilà. Donc c'est un peu voilà. Et ça c'est sur la première journée comprendre les mécanismes. Et puis sur une voilà. Et sur une deuxième journée par exemple, on a mobilisé du théâtre forum. Voilà. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a décliné. On a fait d'abord un premier cycle de journée à Strasbourg en décembre 2023 et en 2024. Et là en 2025 on a décliné ces mêmes thèmes à Nancy. Et donc là, on a eu la première journée autour des mécanismes de discrimination à Nancy en mars. Et là, on l'a fait avec notamment une historienne qui s'appelle Delphine Peretti-Courtis autour de ses travaux sur médecins blancs, corps noir, où elle a beaucoup travaillé sur la question justement des représentations qui restent sur les corps noirs à partir de la médecine coloniale de la fin du 19e siècle. Aussi d'un sociologue qui s'appelle Miguel Chema. Et voilà, et on aura la deuxième journée à Nancy à la fin de l'année autour des moyens d'agir. Et ça, on est en train de la construire. Donc, voilà un petit peu aussi le projet qu'on a mis en place avec ce réseau de veille et de vigilance pour à la fois continuer à avancer sur notre réflexion et nos connaissances autour des mécanismes producteurs de discrimination. Et là, je vais laisser Lucie présenter deux autres projets aussi, voilà, qui sont autant de déclinaisons autour de cet enjeu des discriminations sur la prévention et la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup, Gaëlle. Super. Donc, moi, je vais reprendre pour vous parler d'un outil de sensibilisation, en fait de deux outils qu'on a créés. Le premier en partenariat avec l'ORIV et le second plutôt migration, avec seulement l'association Migration Santé Alsace. Pardon. Alors, le réseau de veille, c'est une chose, mais on a trouvé intéressant le fait de créer un outil de sensibilisation qui a pris la forme d'un guide et qui se destine bien sûr aux professionnels de la santé, mais également du social. Pourquoi le social? Parce que, comme vous le savez bien, quand on est travailleur social, on accompagne les personnes primo-arrivantes étrangères dans leur parcours de soins. On ouvre les droits à la CPAM, on prend les rendez-vous, du coup, on se prend parfois des refus de rendez-vous, on essaie de trouver un interprète, ça ne marche pas toujours, on constate des difficultés d'accès aux soins, les CMP sont débordés, etc., etc. Donc ce guide, il est vraiment conçu pour les professionnels de santé et également du social. Il s'appelle Vers plus d'égalité en santé et son objectif est de sensibiliser les professionnels aux discriminations que vivent les usagers et usagères du système de soins, en particulier les discriminations qui sont liées à l'origine, à la situation administrative. Par exemple, le fait d'avoir la C2S quand on est demandeur d'asile, ça nous expose à des refus de soins. À la situation économique, la précarité bien sûr, et puis au lieu de résidence. Ce guide, il est construit en trois parties. Une première partie qui s'appelle Comprendre, qui revient sur les causes de l'existence des discriminations dans le domaine des soins. Donc pour ça, on a mobilisé des éléments sociologiques et également juridiques en les rendant le plus compréhensibles possible pour des personnes qui ne sont pas expertes sur la question. La seconde partie s'intitule Analyser et là, on a choisi de reprendre des situations vécues en fait par les usagers et usagères du système de santé, des situations de discrimination. Donc un refus de soins, une ambulance qui ne vient pas dans un quartier populaire parce que c'est trop dangereux d'y amener une ambulance la nuit, soi-disant, une personne qui veut avoir accès à l'avortement mais qui ne peut pas, enfin l'IVG, pardon. Et ces situations, en fait, on les a présentées et ensuite, il y a plusieurs pages pour chacune d'analyse. D'abord, pour déterminer si oui ou non c'est une discrimination au regard du droit. Et puis, ensuite, proposer des pistes d'action, de recours, de plainte. Ce qui m'amène du coup à la troisième partie qui s'intitule Agir, qui présente tous les recours possibles lorsqu'on est victime de discrimination dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on sait bien que porter plainte, ça ne va pas toujours plus loin qu'un dépôt de plainte. Qu'est-ce qui est possible de faire? Et donc là, on présente les recours à la fois au niveau de la CPM, au niveau de l'hôpital, au niveau du défenseur des droits, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont mal connues, mais qui peuvent vraiment fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a choisi de les réunir dans un même guide facilement présentable, diffusable.
Ce guide a donc été piloté par Migration Santé Alsace et l'ORIV. Sa première version est parue en 2019 et la seconde version, revue, enrichie, est parue en 2024. Comment est-il diffusé? Déjà par notre organisme de formation, puisqu'on en parle toujours auprès des étudiants quand on intervient dans les facultés, dans les instituts, etc. Et puis par le biais de formations continues auprès des professionnels. Sachez également qu'il est possible de recevoir des exemplaires gratuitement papier du guide à l'adresse qui est indiquée sur la slide, parce que nous bénéficions d'un financement spécifique pour diffuser ce guide sur le territoire national. Il est également possible de solliciter MSA ou l'ORIV, ou les deux bien sûr, pour organiser des temps de présentation du guide et d'échange avec les professionnels d'un territoire donné. Donc ça peut être une collectivité territoriale, un centre de ressources politiques de la ville, une structure, une association, sur l'ensemble du territoire, ce qui permet aussi de donner une visibilité nationale à nos travaux et à cette question des discriminations dans le domaine de la santé. Ces temps de présentation durent entre 1 heure et une journée selon la demande de la structure. Alors, oups, pardon. Voilà. Cela étant dit, j'aimerais également vous présenter le second outil que Migration Santé Alsace a développé par la suite, qui est aussi fondé en fait sur le guide, mais qui prend la forme cette fois d'un jeu de plateau et qui s'adresse non plus aux professionnels, mais cette fois aux usagers du système de soins et notamment les primo-arrivants. Donc, c'est un jeu de plateau à vocation pédagogique sur le thème toujours des discriminations dans la santé. Il a été élaboré notamment à partir de témoignages d'habitants et d'habitantes de QPV qui ont connu des difficultés dans leur parcours de soins, des situations de discrimination et qui nous ont partagé ces difficultés. Il est destiné à tous les publics concernés par les discriminations dans la santé dans le cadre d'une démarche accompagnée sur laquelle je reviendrai à la fin. Sachez que pour ce jeu, nous nous sommes concentrés sur quelques critères de discrimination, comme dans le guide en fait, parce qu'on n'avait pas la place, pas le temps et pas l'expertise pour tous les critères. Donc on s'est concentré sur l'origine réelle ou supposée, le genre, la situation économique, le lieu de résidence et puis l'âge. Donc ce jeu, il a un principe assez simple. On incarne un usager ou une usagère du système de soins qui est représenté ici sur la slide. Donc on choisit en fait son personnage et puis chaque joueur pioche une carte qui s'appelle demande de soins et qui commence toujours par vous avez besoin. Donc, vous avez besoin d'une hospitalisation car vous allez accoucher, vous avez besoin de faire une prise de sang, d'aller chez le dentiste, d'aller aux urgences, etc. Et l'objectif, c'est de se déplacer sur ce plateau de jeu en partant de son logement pour aller jusqu'au lieu de soins adéquat. Donc si on part du logement 2, qui est tout en bas à droite, et qu'on doit aller aux urgences, qui est tout en haut à gauche, vous voyez déjà qu'il y a un certain chemin à parcourir. Et en fait, une fois arrivé chez le médecin, chaque joueur et joueuse va subir un acte discriminant dont je vous ai projeté quelques exemples à l'écran. Ces actes sont matérialisés par des cartes rouges qui s'appellent bâtons dans les roues et qui reprennent en fait les témoignages de discrimination qui sont dans le guide, qui nous ont été rapportés par les habitants, qu'on a recueillis au sein du réseau. Donc ce sont des situations typiques en fait, des propos racistes ou sexistes, le refus de faire appel à un interprète, un refus de prise en charge parce qu'on est un demandeur d'asile, on a la C2S, c'est trop compliqué, un retard de prise en charge, donc on nous prend en charge, mais en fait dans 8 mois, donc notre santé a vraiment le temps de se dégrader. Et chaque joueur va être bloqué en fait par cette carte rouge qui fait que le parcours de soins soit est dégradé, soit s'interrompt, soit les deux. Du coup, l'objectif, et c'est pour ça qu'on a fait ce jeu, en fait, c'est pour que les personnes concernées aient accès à la connaissance de leurs droits. L'objectif, c'est d'agir, et du coup, chaque joueur pioche des cartes bleues, cette fois, qui sont intitulées « C'est la loi ». Donc là, j'en ai choisi 2, mais en fait, on en a mis un certain nombre.
Ce sont des extraits de sources juridiques variées, comme le code pénal, le code de la santé publique, la charte du patient hospitalisé, etc., qui rappellent les obligations des professionnels de santé et le cadre pénal antidiscriminatoire. Et le but du jeu, c'est de trouver une carte C'est la loi qui débloque la situation de discrimination rencontrée parce qu'elle prouve que la situation est illégale. Donc il y a certaines cartes qui marchent avec toute situation, comme celle en haut à gauche du Code de la santé publique. C'est très général, donc ça marche bien. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spécialisées, comme celle en bas à droite, qui concerne l'exigence de clarté, de compréhension que le médecin doit avoir quand il s'adresse à son patient. Et en fait, cette carte, elle permet de prouver que ne pas essayer de faire appel à un interprète quand c'est possible, ne pas trouver une solution pour lever la barrière linguistique, eh bien, c'est illégal, puisque du coup, le patient ne comprend plus rien et donc il n'a pas accès à ses droits en santé. Et puis, une fois que le joueur ou la joueuse a débloqué sa situation, il se dirige. Vous voyez sur le plateau, il y a des immeubles qui sont en vert, qui sont liés à des cartes coup de pouce. Et en fait, ce sont différents lieux de recours. Le défenseur des droits, les ordres de santé, la commission des usagers de l'hôpital, les associations d'aide aux victimes, la direction générale de la répression des fraudes, la CPAM, et puis on a rajouté quand même le commissariat de police. Donc, ces lieux de recours, en fait, l'idée, c'est en fait que les personnes qui jouent à ce jeu puissent les connaître. Donc elles se dirigent vers un lieu et elles prennent connaissance de la carte qui correspond à ce lieu. Et elles se demandent, et on se demande ensemble quand on joue, si le lieu recours permet de répondre à la situation de discrimination vécue. Comme tout à l'heure, certains lieux recours sont très généralistes, comme le défenseur des droits. Pour toute discrimination, on peut s'adresser à lui, on peut se déposer une plainte, demander une procédure de lutte antidiscriminatoire. D'autres lieux recours sont plus spécialisés. Là, j'ai mis la commission des usagers qui existe dans les hôpitaux. Donc, il faut que la situation de départ de discrimination ait eu lieu à l'hôpital et non pas chez le dentiste, dans un cabinet libéral ou à la pharmacie, parce que du coup, cette carte ne marche pas. Et en fait, pour les joueurs, c'est vraiment l'opportunité de découvrir les différents lieux recours, d'aller au-delà de ce à quoi on pense d'habitude ou pas d'ailleurs, c'est porter plainte, et de trouver des alternatives qui parfois sont beaucoup plus efficaces, surtout pour des publics multidiscriminés que la police, mais qui restent bien sûr utiles dans certains cas. Et chaque partie se termine en fait quand les joueurs se sont déplacés sur le plateau et que chacune a trouvé un lieu recours adéquat à sa situation. Donc pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que le guide était très utile, qu'il répondait à un besoin des professionnels, mais que la sensibilisation des publics, c'était également très intéressant, pertinent et de plus en plus nécessaire. Et on propose donc une diffusion accompagnée de ce jeu de plateau. Accompagné, c'est-à-dire que les équipes qui en font la demande, qui sont intéressées par ce jeu, seront formées sur la question des discriminations en santé pour comprendre en fait de quoi parle le jeu. Donc cette formation s'appuiera sur le guide dont a parlé Gaëlle et on formera également les équipes à l'animation de parties du jeu, puisque c'est un jeu qui n'a pas vocation à être joué seul, mais bien accompagné de la part d'un professionnel, qu'il soit animateur, travailleur social, infirmier, médecin, peu importe. En fait, c'est un professionnel de la santé ou du social qui est intéressé par cette question de médiation sur la question des discriminations en santé. Et à l'issue de cette formation, chaque équipe pourra recevoir un exemplaire de ce jeu. Voilà, donc c'était simplement pour vous présenter cette initiative qui permet aussi de sortir de l'impuissance, quelque part, pour reprendre ce que disait Gaëlle, et qui permet de lutter contre les discriminations en santé à de multiples niveaux, donc à la fois auprès des professionnels, mais aussi maintenant auprès des usagers. Merci. Merci beaucoup, Lucie et Gaëlle, pour cette présentation.